Les podcasts du Figaro. Juin 1924. Des élections législatives viennent d'avoir lieu. Le cartel des gauches, une coalition qui regroupe radicaux et socialistes, a gagné. Or, la nouvelle majorité de la Chambre des députés veut forcer le président de la République à démissionner. Le chef de l'État qui est sur la sellette s'appelle Alexandre Millerand. Il a été élu par les parlementaires 4 ans plus tôt, en 1920. En effet, sous la Troisième République, ce sont les députés et les sénateurs qui élisent le président. Qu'est-ce que radicaux et socialistes reprochent donc à Millerand ? Eh bien, ils lui en veulent d'être intervenu fortement dans la campagne législative qui vient de se terminer, et ils lui en veulent d'avoir soutenu la majorité précédente, qui était une coalition de la droite et du centre. Les vainqueurs affirment que le président de la République a été désavoué dans les urnes en même temps que ses amis politiques et qu'il doit se retirer. Le cartel des gauches refuse même d'entrer en relation avec toute personnalité qui serait chargée par Millerand de former un gouvernement. Bref, le blocage institutionnel est complet. Comment en est-on arrivé là ? Parlons de l'homme au cœur de cette affaire d'abord, Alexandre Millerand. Son parcours n'est pas banal. Il est passé, au cours de sa carrière politique, de l'extrême gauche parlementaire à la droite classique. Le futur locataire de l'Élysée est né en 1859 à Paris. Son père est négociant en drap. Sa mère, alsacienne et juive, s'est convertie au catholicisme. Le jeune homme fait ses études de droit, devient avocat et très vite il se passionne à la fois pour la politique et pour la condition ouvrière. Millerand défend des grévistes dans des procès médiatisés. En 1886, le voilà député radical socialiste de la Seine, c'est-à-dire Paris et les communes limitrophes. Il sera réélu à chaque fois. Peu à peu, il se détache des radicaux comme Clemenceau et se rapproche des socialistes. En 1896, pendant un banquet à Saint-Mandé, Millerand fait un discours très remarqué. Il préconise la fin progressive de la propriété privée, comme tous les socialistes à l'époque, mais il se sépare des révolutionnaires, comme Jules Guesde, qui veulent la prise du pouvoir par la violence. Lui croit aux élections. En 1899, Millerand devient ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est le premier socialiste à siéger dans un exécutif sous la Troisième République. Millerand fait adopter, en particulier, la loi qui limite à 10 heures par jour la durée maximale du travail dans l'industrie. Mais sa participation à un gouvernement bourgeois, c'est l'expression des socialistes à l'époque, ne plaît pas à la majorité de ses amis. Et en 1904, il est exclu de sa famille politique. Ça tombe bien, parce que l'intéressé commence à se recentrer. Il critique le nouveau président du Conseil, Émile Combes, qui a pour priorité l'expulsion des congrégations. Millerand le considère comme un ultra. Par ailleurs, la première décennie du XXe siècle est marquée par des conflits du travail très durs. La question ouvrière est devenue urgente. Et le profil social de Millerand intéresse les leaders modérés. En 1909-1910, le voilà ministre des Travaux publics. Et en 1912, ministre de la Guerre, on dirait aujourd'hui ministre de la Défense. Arrive la Première Guerre mondiale. Notre député retrouve le portefeuille de la guerre pendant plus d'1 an. Puis, après l'armistice, le 11 novembre 1918, Clemenceau, qui apprécie Millerand, le nomme commissaire général de la République dans les 3 départements d'Alsace-Lorraine que la France a reconquis. À la fois homme d'autorité et diplomate, l'ancien socialiste réussit à gagner les cœurs à Strasbourg et à Metz. Millerand est vite récompensé. En 1920, le voilà président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Il s'efforce de prolonger l'union sacrée qui avait été constituée en 1914.
Seuls en sont exclus les socialistes, qui la refusent désormais, et l'Action française. Aux élections législatives de novembre 1919, la droite et le centre droit, rassemblés dans une coalition, qu'on appelle le Bloc national, ont remporté un triomphe. Comme il y a beaucoup d'anciens combattants parmi les députés, on appelle cette assemblée la Chambre Bleu Horizon. C'est une allusion à l'uniforme des soldats français dans les tranchées. Il était bleu clair à partir de 1915. Et la Chambre Bleu Horizon soutient Millerand. Le président du Conseil a 2 priorités. Faire appliquer le traité de Versailles, signé par son prédécesseur Clémenceau en juin 1919, et contenir le bolchevisme, une grande inquiétude des gouvernements européens de l'époque. C'est alors que, en septembre 1920, le président de la République, Paul Deschanel, est victime d'une dépression nerveuse et démissionne. Les parlementaires de droite réclament Millerand à l'Élysée. Pour eux, il a le profil idéal, à la fois républicain, national et social. L'intéressé, lui, préférerait rester chef du gouvernement. Il accepte avec beaucoup de réticence de se présenter. Mais enfin, il accepte. Le voilà élu président de la République. Et c'est là que le drame qui va conduire à sa démission forcée commence. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.